L'économie, comme le droit, aborde la notion d'entreprise, mais en employant un vocabulaire différent pour parler sensiblement de la même chose. Ainsi, d'un point de vue macroéconomique, l'entreprise est un agent économique, sujet d'études spécifiques tant son rôle est particulier sur le marché au regard des autres agents. Il s'agit en effet d'une unité organisée disposant de différentes ressources, trésorerie, immobilisation, brevets, marques, fonds de commerce, salariés, etc., dans le but de produire des biens ou des services marchands et ainsi réaliser des profits qui pourront être réinvestis dans l'entreprise ou distribués aux salariés ou enfin, et c'est alors là un but lucratif, redistribués au bénéfice de ceux qui ont créé ou investi dans l'entreprise. Ainsi, il n'est pas utile de présenter ces grandes entreprises nationales ou internationales. Le droit traite bien de cette question, mais avec un vocabulaire qui lui est propre. L'agent économique est ici une personne qui va pouvoir être titulaire de droits mais aussi débitrice d'obligations, soit un individu, personne physique, qui pourra être commerçant, artisan ou indépendant, soit une structure associative, une société ou autre, à qui le droit va donner la personnalité juridique, lui permettant ainsi d'avoir un nom, une nationalité, un domicile, ici un siège social, et un patrimoine composé de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, ce qui est l'équivalent de l'opposition matérielle ou immatérielle en économie, ainsi que de créances, voire de dettes, qu'elle mettra au service d'une activité commerciale, artisanale ou indépendante, afin de se procurer des revenus. À ce stade, trois réflexions s'imposent. D'une part, l'entreprise est un agent économique parmi d'autres en économie, alors que le droit voit l'entreprise indifféremment entre des personnes physiques et des personnes morales. D'autre part, si l'économie voit dans le travail des salariés une ressource humaine, partie intégrante, partie prenante interne de l'entreprise, le droit l'exclut de la notion d'entreprise, ne voyant que le rapport contractuel entre celle-ci et le salarié abordé en droit du travail. Enfin, il a été question d'activité commerciale, artisanale ou indépendante, et pour mémoire, une activité commerciale consiste à assurer la circulation des biens ou des richesses par l'achat de produits finis, de matières premières ou de titres financiers pour les revendre. Alors que l'activité artisanale consiste à rendre des services manuels, comme les maçons, les électriciens, les plombiers, etc., ou encore intellectuels, comme des chauffeurs taxis, des ambulanciers, des contrôleurs techniques, relevant tous d'une liste officielle d'activités artisanales. Quant aux indépendants, ce sont ceux qui exercent à leur compte des activités manuelles ou intellectuelles ne figurant pas sur cette liste, comme les professions médicales, les comptables, les professions de conseil, etc. On ajoute cependant à la liste des activités commerciales des activités de toute nature, à condition d'être exercées dans des entreprises disposant de plus de 10 salariés, celles qui se contentent de mettre en relation des personnes qui y trouvent un intérêt mutuel, comme les agences de voyage ou les agences matrimoniales par exemple, ainsi que celles qui consistent à gérer les affaires des autres. La différence est importante, car le droit qui leur est applicable n'est pas du tout le même. Pour le droit, l'entreprise individuelle, dite également en nom propre, est celle qu'un individu va créer pour exercer son activité professionnelle, commerciale, artisanale ou indépendante, en puisant dans son patrimoine les ressources nécessaires à la réalisation de cette activité. Cet entrepreneur unique peut néanmoins embaucher des salariés s'il en a le besoin et les moyens. Et même si schématiquement la notion d'entreprise individuelle se réduit aux biens destinés à la profession, il n'y a pas réellement de séparation entre le patrimoine personnel et professionnel, car ce patrimoine forme un tout. Au contraire de l'entreprise individuelle à responsabilité limitée, le IRL, qui va opérer une séparation stricte des deux patrimoines par la création d'un patrimoine d'affectation.
Quant à la société, qui est le modèle le plus adapté à la notion d'entreprise, même s'il ne s'agit pas de la seule structure possible, elle s'établit par la création d'un contrat qui donne naissance à la personne morale et qui sera représenté et géré par des personnes physiques. Ce contrat indique les apports faits par chaque associé, de l'argent, des biens par exemple, qui vont constituer son capital social et qui s'enrichira au cours de la vie de la société. En contrepartie de quoi les associés percevront des titres sociaux, des parts sociales ou des actions dont la valeur est égale à celle de leurs apports, et qui leur donneront le droit de participer aux assemblées générales, d'accéder aux organes de gestion de la société s'ils le désirent, ou enfin de percevoir annuellement des dividendes, une partie des bénéfices réalisés. Bien évidemment, la société peut engager des salariés, et c'est d'ailleurs en fonction de leur nombre qu'on classe les entreprises. Depuis les micro-entreprises, 96% des entreprises selon l'INSEE, parmi lesquelles on trouve les entreprises individuelles, jusqu'aux grandes entreprises. Lorsque la société ne compte qu'un seul associé, on se trouve face à une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée ou à une société par action simplifiée unipersonnelle. Et lorsque la société compte au moins 2 associés, il peut s'agir alors d'une société à responsabilité limitée, d'une société anonyme ou encore d'une société par action simplifiée, qui sont les structures sociales sur lesquelles sont basées toutes sortes de sociétés commerciales, dont les coopératives. Ainsi, un seul entrepreneur peut opter pour 4 formes juridiques d'entreprise, et s'il souhaite s'associer, 3 formes fondamentales de société pourront structurer l'activité économique.